Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Vasiliki Grammatikoyanni. Je suis journaliste spécialiste de l'environnement et j'ai l'honneur d'animer cette discussion aujourd'hui, ce panel, avec Mariana Calbari à ma gauche, metteur en scène connue et directrice artistique du théâtre d'art Carolus Kuhn, et à ma droite, Alexandra Politaki, politologue, spécialiste des questions de changement climatique et ambassadrice de l'Union européenne pour le climat, du Pacte pour le climat. Nous allons voir comment la culture peut être au service d'un activisme environnemental. Me suis occupée du reportage environnemental pendant des années. J'ai à cette occasion pu voir comment l'art peut changer le monde vers le meilleur. L'exemple de la ville Oppenhausen, un quartier dévalorisé d'Allemagne dans la région de Rhine-Westphalen, où des artistes ont pris entre leurs mains le sort du pays pour le faire revivre du point de vue environnemental, pour le réhabiliter. Cela a été déterminant pour moi dans ma recherche pour voir quel est le rapport entre les œuvres d'art et le changement de comportement des hommes. Pour ne pas abuser de votre temps et pour pas voler le temps des deux intervenantes, je ne vais pas vous donner d'exemples. Peut-être vers la fin, si on a le temps, on pourra le faire. La façon dont les équipes là-bas, les équipes d'artistes ont impliqué les citoyens, c'était en fait, ils ont permis aux citoyens d'exprimer leurs sentiments, leurs ressentis. Et en fait, ils leur ont fait comprendre comment ils ressentent, comment ils se sentent vis-à-vis d'un problème environnemental ou social qui affectait leur région, leur quartier. Le résultat de cela était que les citoyens ont pu mieux comprendre, ils ont pu mieux se comprendre quelles personnes ils sont et ils ont pu comprendre les règles artistiques et ils ont pu aussi comprendre comment pensent les autres personnes. Ça veut dire quoi vivre quelque chose? Et ton expérience, comment cette expérience est-elle déterminante pour te changer? Beaucoup, un peu, pour que puisse se produire ce changement de comportement, il est essentiel de faire intervenir les sentiments des gens. Nous vivons à une époque où on dissocie la logique, la raison. Nous avons nous avons cette pensée cartésienne, je pense, donc je suis. Nous dévalorisons nous ne prenons pas en compte en fait l'importance des sentiments, mais en fait il faut savoir que les gens et les sociétés, pour qu'elles puissent se développer et changer, il faut que le cœur et l'âme et l'esprit puissent collaborer, puissent coopérer. Et ce sont ces questions que nous allons aborder, voir comment nous pouvons réussir à atteindre notre objectif et comment l'art peut mobiliser ce que la politique ne peut pas mobiliser ou d'autres institutions de notre société. Et je vais commencer par Alexandra. La philosophie et le champ de la pensée claire, nos sentiments sont très souvent confus, parfois dénués de tension, voire irrationnels. En comprenant les sentiments, c'est le pas essentiel pour pouvoir bien interpréter la nature humaine. J'aimerais que tu nous développes cette idée et nous dire aussi ton point de vue sur ce sujet. Je pense que la philosophie aussi traite des sentiments et non pas seulement de la logique, de la raison. Bienvenue. Alors, il y a ce dilemme. La raison d'un côté ou les sentiments de l'autre. Il est vrai que c'est un héritage de la philosophie. Je le dis pour ceux qui pensent que la philosophie, c'est quelque chose de très lointain, c'est quelque chose qui se passe dans un autre monde et qui ne concerne que quelques personnes, mais les choses en sont autrement. C'est un héritage historique, cette dualité, donc la raison et les sentiments.
Et il y a cette approche rationaliste qui nous dit que pour réussir à atteindre le contrôle parfait et un ordre des choses qui soit indéniable, un ordre des choses, des personnes, des gens et des relations, encore faut-il avoir au cœur de notre pensée et de notre action la raison. Cela, bien sûr, met de côté le sentiment parce que, selon les époques, la raison a une place centrale. Parfois, cette raison prend beaucoup d'espace et ne laisse pas la place aux autres éléments. Et en fait, c'est une pensée qui considère que les sentiments ne sont pas appropriés, ne peuvent pas offrir quelque chose au progrès qui procède de la raison. Cela ne se passait pas seulement pendant les siècles précédents. Je vais ajouter que des philosophes contemporains, des penseurs contemporains de la démocratie parlementaire soutiennent ces idées. Je vais parler de Rawls qui dit que un consensus rationnel avec un dialogue public ouvert, nous pourrons renforcer les institutions politiques. C'est ainsi donc que nous pourrons renforcer les institutions politiques. Habermas aussi, qui bien sûr parle d'une communication sans altération, une communication objective. Je pourrais peut-être citer d'autres personnes, mais je vais m'arrêter là. Et je dirais que cette approche, cette pensée, cette réflexion a suscité des problèmes au niveau de la pensée, au niveau de la parole, des propos et de la politique telle que nous la vivons, et nous sommes des sujets de cette politique et des objets de cette politique. Un élément très caractéristique, et nous le comprenons tous, c'est que les pourcentages d'abstention au processus électoral en tant qu'acte politique. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas voter? Je pense que la plupart d'entre nous sommes d'accord sur le fait que les institutions doivent exister, les institutions démocratiques. On est tous d'accord là-dessus. On est d'accord sur le fait qu'on doit avoir plusieurs partis au sein d'une démocratie, au sein d'un parlement, au sein d'un processus électoral. Nous sommes aussi d'accord sur d'autres choses qui concernent les institutions d'une société. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il doit y avoir des institutions de justice, etc. Donc pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous ne votons pas? Et je vais vous dire que ce qui nous manque, ce qui nous fait défaut, le besoin que nous devons répondre, ce n'est pas seulement un soutien, un support rationaliste des institutions politiques ou les institutions générales. Ce qui nous manque, ce qui nous fait défaut, c'est une identification sentimentale, c'est-à-dire une connexion sentimentale avec ces institutions via la qualité de citoyen ou d'autres qualités qui pourraient éventuellement renforcer le fait que nous avons foi en eux. Ou bien il y a aussi d'autres paramètres qui sont essentiels et nécessaires, on le verra par la suite, pour ce qui est de notre relation avec les institutions et la démocratie. Merci beaucoup, Alexandra. Marianne, le cinéma et le théâtre sont les formes créatives de l'art qui entrent dans les sentiments des personnes. Pour ce qui est du cinéma, avec toutes ces propos alarmistes, on n'a pas le résultat escompté de mobilisation des personnes, mais au contraire, nous avons le gel. On a le sentiment que ça, c'est des histoires, c'est de la science-fiction. Est-ce que tu veux partager avec nous ton expérience dans le domaine du théâtre? Est-ce que le théâtre a du mal à parler de la crise climatique? Est-ce qu'il a parlé d'une façon où il va inspirer les personnes pour que les personnes puissent passer à l'action? Oui, cette question est très intéressante. Bonsoir et merci pour votre invitation. De toute évidence,
Personnellement, c'est une question qui me préoccupe et j'ai fait quelque chose. J'ai essayé de faire quelque chose l'année dernière au Théâtre de l'Art. Nous avons fait une série de manifestations dans le cadre de la scène ouverte. C'est un programme où nous ouvrons le théâtre à des scientifiques, où nous discutons de certaines questions. Nous avons essayé de parler de la crise climatique et de la façon dont l'art peut parler de la crise climatique. Les scientifiques donc parlaient, tout était intéressant, c'était assez effrayant aussi ce qu'on a pu entendre. Et nos sentiments ont été mobilisés. Nous cherchions des textes pour pouvoir corréler tout cela, pour pouvoir corréler cela à ce qu'allaient dire les scientifiques de diverses disciplines, mais on ne trouvait pas de texte. C'est-à-dire que les textes qui ont été lus sous diverses formes, des récits, etc. Ces textes étaient de la mythologie, des extraits de Tchekhov, qui est le seul qui a parlé de la crise climatique, de la façon dont il a parlé de la crise climatique et qui, en fait, quelle est la difficulté? Je ne vais pas parler de ce que nous avons fait, mais qu'allons-nous faire à partir de maintenant? Le grand problème auquel l'art est confronté quand il essaye de parler d'une question aussi importante qui se passe aujourd'hui, qui est en évolution, une évolution lente, mais dans le même temps, on comprend que le rythme s'accélère de manière inquiétante et nous vivons cela. Ce n'est pas quelque chose de lointain. Quand on était enfant, par exemple, on dessinait les cheminées des usines avec la fumée qui s'envolait dans les airs et qui allait jeter une chape de plomb sur la ville. En fait, c'est aujourd'hui. On vit la chose et on comprend que c'est quelque chose de grand, d'énorme qui arrive et qui va nous avaler. On ne doit pas fermer les yeux là-dessus. Et d'un autre côté, nous envisageons cette question au niveau de l'art de la même façon que nous envisageons, par exemple, la maladie. Parce que j'ai remarqué que des œuvres qui parlent, qui traitent pas tant de la mort, mais de la maladie, par exemple, c'est une question qui repousse, si vous voulez, le public. Et un auteur a du mal à gérer cette question. Et il y a, si vous voulez, cette peur, cette crainte et la réflexion, la pensée, disant que on ne peut pas parler de cela, on est impuissant. Ça arrive, ça se passe et nous, on ne peut pas agir. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler en fait. Mais la question est que, bien sûr, il y a certaines choses que nous pouvons contrôler. Bien sûr, on ne peut pas renverser chacun de son côté une chose qui est aussi énorme, mais on peut peut-être crier, peut-être demander aux gens de s'unir, de se réunir, d'unir leur voix pour pouvoir changer les choses, ou on peut se préparer pour ce qui va venir. Je pense que dans le domaine du théâtre, qui a beaucoup du mal à parler de cela, pour le cinéma, bien sûr, je regarde le cinéma, mais je ne fais pas de film, donc je ne connais pas exactement quels sont les outils, mais j'ai le même sentiment, c'est-à-dire que ces films, ces séries télévisées, qui sont très réussies, très spectaculaires, elles suscitent chez nous un sentiment d'horreur absolue et elles présentent cette catastrophe, cette destruction qui arrive comme quelque chose de spectaculaire, si vous voulez. Et c'est quelque chose qui nous horrifie, mais l'horreur, la peur, c'est quelque chose qui t'immobilise. Mais c'est d'autres sentiments qu'il faut chercher à titiller. Et pour moi, le plus important, c'est la solidarité.
c'est l'amour envers la planète, l'amour envers notre prochain, l'amour envers la société, la liaison, le lien avec la société, le sentiment que ce que disait Carlos Kuhn, que chacun tout seul, il est impuissant, mais peut-être qu'ensemble, on va peut-être réussir à faire quelque chose. C'était les mots de Carlos Kuhn. Donc, comment aller vers cet objectif? Nous recherchons, nous sommes à la quête de cela, et peut-être que nous avons besoin de plus de temps, peut-être, pour pouvoir réaliser. Parce que si vous voulez, l'art a besoin de temps pour pouvoir réaliser et prendre conscience les événements, pouvoir vraiment digérer tout cela et pouvoir le transformer en œuvre artistique, en spectacle. On a besoin donc de temps pour pouvoir s'exprimer au niveau artistique. Bien sûr, il faut trouver les moyens, la façon de faire. Merci beaucoup, Mariana. Alexandra. Jusqu'à présent, nous vivions avec la certitude qu'il y aurait des générations futures, que nos enfants marcheraient sur cette planète, sur la Terre, où nous avons foulé nos pieds. Cette certitude aujourd'hui s'éloigne et cette perte est la réalité, c'est la réalité psychologique, la réalité de notre époque. Nous avons pu entendre lors des manifestations des Fridays for Futures, on a entendu les jeunes dire pourquoi étudier puisque je vais mourir, pourquoi travailler puisque je vais mourir de toute façon. Est-ce que l'art peut renforcer, rendre les hommes plus forts? Et peut-être, est-ce que l'art peut peut-être voir une action et non pas une inaction, cette douleur collective plutôt que d'immobiliser les gens qui attendent la catastrophe? Est-ce qu'elle peut peut-être mobiliser pour un changement systémique, parce que c'est le système que nous avons créé qui suscite, qui a créé ces conséquences. Nous avons des guerres, nous avons des conflits, nous ne pouvons pas ignorer ces guerres et ces conflits en disant que ok, c'est la paille qui est un problème, alors que l'impact environnemental des guerres qui affectent le monde, outre la question humanitaire, ben, on n'en parle pas de l'impact, par exemple, de ces guerres sur le climat. Oui, je pense à ce qu'a dit Mariana. Tout d'abord, quand on parle des sentiments dans le cadre de la crise climatique, il faut avoir en tête que l'on parle de sentiments qui se développe dans une situation de menace. Parce que quand on parle de crise, on a une menace donc devant nous un élément qui nous menace. Donc d'un côté, il y a ça, et dans ce contexte, quand on entend parler d'angoisse environnementale, de stress environnemental ou de tristesse environnementale ou de trauma, de traumatisme, ou quand on doit parler d'un état post-traumatique par exemple, on a cette situation post-traumatique quand il y a une catastrophe. Et ça s'est d'ailleurs produit en Grèce. Donc tout ça, en fait, ce sont des indices de la résistance, de la résilience humaine. Combien on résiste. Et c'est ainsi que nous devons avoir ces éléments en tête pour pouvoir avoir une réponse, comme l'a dit Mariana. Un deuxième point, Vassiliki, est que nous avons abordé la crise climatique et notre réponse à cette crise de manière unilatérale, c'est-à-dire en proposant de la recherche, beaucoup de données, beaucoup d'informations scientifiques, des chiffres. Ça, c'est bien, ces statistiques, c'est bien, mais c'est pas sûr que ces statistiques, ces chiffres permettent de nous identifier au niveau sentimental pour pouvoir nous mobiliser. Vous avez raison que tout ça peut susciter la peur. On ne sait pas où on va, où tout cela va nous mener.
si vous voulez, l'homme, on ne sait pas comment l'homme réagira dans des conditions qui peuvent être différentes à chaque fois. Et c'est vrai, cette peur peut grandir, cette impuissance peut grandir, ce sentiment d'insécurité peut grandir, ou le fait de renoncer, la frustration aussi, comme par exemple comme les jeunes l'ont dit lors de la manifestation. On peut renforcer ces sentiments qui peuvent mener à l'inaction et à la renonciation. Donc, il faut une approche transfrontalière parce que si tout le monde était d'accord, mais je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que nous endommageons la planète, c'est logique, bien sûr, on le dit, mais on ne résout pas la question. Et dans le cadre de la crise climatique, du changement climatique, il y a d'autres paramètres outre la raison. Il y a, par exemple, c'est un espace où on a une morale, une éthique, un investissement moral intense. Par exemple, on est préoccupé par le fait de quel type de relation on construit dans ce cadre. Comment est-ce que je me comporte? Comment je vis? Quel est l'impact sur la planète? Quel est l'impact de la relation que j'ai avec les autres? Ce n'est pas la paille en plastique, comme dit Vasiliki, c'est la guerre. La guerre revêt une dimension éthique très importante. Cette problématique revêt bien sûr une dimension morale très importante par rapport au changement climatique. Et la dimension est telle parce que on parle de valeurs mondiales qui concernent les droits de l'homme, les droits humains, les droits de l'environnement, les droits de la planète. Vous savez, dernièrement, dans la législation, on essaye de changer les législations et les différents types d'eau, par exemple, les lacs, les montagnes. Ils deviennent de sujets de droit, ils deviennent des objets de droit. Donc, la protection de ces éléments. Mais il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, d'autres éléments, par exemple, c'est lié à des principes d'origine. Par exemple, des pays contemporains se réfèrent à la terre en parlant de la terre-mère. Par conséquent, le sentiment, la façon, les éléments avec lesquels on va composer la narration sur la situation actuelle, ce qui se passe aujourd'hui et par la suite une réponse, tout cela revêt une importance capitale sur la façon dont nous allons procéder, comment nous allons avancer, quelles actions nous allons entreprendre. Est-ce que notre action portera sur la paille en plastique ou sur la guerre? Et peut-être que là, il serait intéressant de voir, de parler de l'action activiste, de l'activisme en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'action particulière que j'ai toujours en tête et j'ai une phrase de Wittgenstein qui parle de l'activisme. Wittgenstein avait dit cette phrase, il parlait d'un système de référence, un désengagement. Il parlait d'une action politique, sociale, il parlait d'une identité. Et pour moi, c'est une attitude face à la vie, c'est un mode de vie et c'est un champ, c'est un domaine qui suscite beaucoup de réflexions. Et qu'est-ce qui motive nos actions? Est-ce que c'est une approche raisonnée? Comment est-ce que tous ces points se rencontrent? Et pour pouvoir répondre à la question si la civilisation peut avoir un impact, il y a un effort qui est consenti pour pouvoir bâtir des bâtiments qui soient solides, des villes solides, mais on ne fait pas autant d'efforts pour pouvoir fabriquer des gens résistants, des hommes résistants,
On le verra par la suite. Cela ne suffit pas, vous savez, il y a la nécessité aussi de bâtir, de construire des sociétés résistantes et résilientes et des civilisations viables, durables. Pour moi, une civilisation durable, ce n'est pas une civilisation qui répond à la question de savoir comment je vais vivre aujourd'hui ou comment je vais vivre demain. Ce n'est pas la civilisation qui répond à la vie, à la façon dont je vais vivre. Une civilisation durable, c'est celui qui répond à l'existence. C'est une civilisation qui te permet d'essayer de satisfaire tes souhaits, tes désirs et tes rêves. C'est cette civilisation qui va au fond de ton existence et qui crée les conditions telles qui te permettent de répondre à tout cela. Et sur cette approche, la question de savoir si une civilisation est durable, c'est la question la plus cruciale. Et c'est une question immuable, une question intemporelle. Merci Alexandra, Marianne. De quoi avons-nous besoin pour pouvoir créer une œuvre de théâtre qui pourrait être une expérience pour le public afin que le public puisse faire intervenir les questions environnementales dans son quotidien? Ce qu'a dit Alexandra est très intéressant sur les gens résistants, résilients. C'est aussi ma réflexion. C'est-à-dire que si on peut aider l'homme, c'est lui permettre de s'adapter plus facilement, l'aider à ce qu'il s'adapte, l'aider à ce qu'il puisse affronter ce qui va arriver, qu'il puisse revoir ses rêves, sa façon de vivre, son mode de vie en fonction des changements. Il y a d'un côté ce côté où on dit il faut y aller, il faut nous révolter tous ensemble. Et ça peut peut-être fonctionner à un certain niveau, mais parfois ça nous dépasse. Parce que ce qui se passe nous dépasse. Et souvent, il ne nous appartient pas à changer les choses parce qu'on peut peut-être faire quelque chose de petit. Chacun fait son effort de son côté. Et peut-être que la communauté plus large fait un effort aussi de son côté, mais rien ne paraît suffisant, si vous voulez. C'est comme si on avait... C'est pas comme si, il faudrait que tout le monde, à partir du moment où l'on parle, tout le monde ensemble et chacun de son côté. Et il faudrait aussi que ceux qui gouvernent le monde, les entreprises, tout le monde, si vous voulez, il faudrait que tout le monde, à la prochaine seconde qui arrive, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour pouvoir changer ce qui se passe, pour pouvoir modifier la donne. Pour répondre à ta question, je pense que le théâtre, outre l'acte artistique, c'est-à-dire écrire une pièce de théâtre et la présenter sur cette thématique, et les créateurs de ce spectacle doivent trouver leur voix personnelle. Chacun doit imaginer, il doit se connecter à ce qu'il ressent et il doit se connecter à ce que ressent l'homme parce que le théâtre, ce sont des histoires. C'est des histoires qui sont racontées et plus ces histoires sont profondément humaines, plus on peut nous connecter à ces histoires. Aujourd'hui, le théâtre n'est pas seulement un théâtre de la parole. La dramaturgie change, elle évolue. Il y a beaucoup de façons de raconter une histoire, même sans parole. On peut raconter une histoire sans parole. Mais il est certain que le théâtre peut être un outil, le théâtre appliqué par exemple, ou un théâtre qui sert une idée, qui cherche une façon de raconter une histoire sur une idée, ou peut-être que le théâtre lui-même peut
changer les chemins, les voies pour nous sensibiliser davantage, pour nous renforcer, nous rendre plus forts, parce qu'il y a la sensibilisation, mais il y a aussi le renforcement qui est très important. Le théâtre peut nous changer, faire en sorte que l'on n'ait pas peur, qu'on puisse voir la vérité en face, parce que l'homme a cette tendance. L'homme a tendance à avoir peur, à avoir peur de regarder la vérité en face. Et on ne doit pas cesser de continuer de rêver, parce que c'est notre besoin essentiel, et c'est le rôle de l'art aussi, c'est le rôle de la civilisation et de la culture, c'est le rôle de la culture. On a besoin de cette partie du rêve, sinon la vie est difficile. La vie, ce ne peut pas être seulement des chiffres et des statistiques ou des menaces ou des vérités scientifiques qui font peur. Il faut qu'il y ait aussi ce côté du rêve, ce côté imaginaire. Il faut qu'il y ait cette foi qui dit qu'on va réussir, on va y arriver, on va trouver le moyen d'y arriver. Et je pense que il est très important de le faire. Je pense, et personnellement, je vais essayer de le faire autant que faire se peut, non pas seulement par rapport à ce que je fais moi, mais je vais essayer d'inspirer d'autres créateurs en leur donnant les moyens de faire quelque chose. Mais j'estime qu'il est important d'emprunter cette voie. Je pense qu'il est important de connecter davantage l'art à la question de la crise climatique, à la question du changement climatique, qui n'est pas quelque chose de lointain. C'est quelque chose qui survient, qui arrive, qui se passe aujourd'hui, et on doit prendre position. Merci beaucoup, Marianne. Vous avez toutes les deux mentionné l'adaptation au changement climatique et à la résilience de la société. C'est l'un des trois axes de l'accord de Paris. C'est un accord politique. L'art et la culture sont souvent dissociés de la réalité politique. Est-ce que vous pensez que si on change la perspective et si on pense que ces questions sont interliées, est-ce qu'on pourra créer un impact important au niveau politique, pour une implication politique plus importante? Alexandra. Moi, je vois toujours la relation entre politique et comme un lien intrinsèque. Et je pense que les sentiments sont nécessaires pour le renforcement des institutions démocratiques, politiques, pour le renforcement de la société en général. Je ne sais pas comment on pourrait envisager ces questions sans le sentiment, et donc un art qui reconnaît le sentiment, qui écoute, qui est à l'écoute de ce sentiment, qui parle avec le sentiment et qui parle du sentiment. C'est un art qui a une relation intrinsèque avec la politique. L'art, pour moi, a une puissance unique, pas seulement pour moi, mais pour d'autres. D'autres vont parler de mission. Moi, je parle de dynamique. L'art a une dynamique. L'art a cette dynamique de pouvoir traiter de diverses façons la narration, de l'envisager sous différents angles, de critiquer cette narration, de réinventer cette narration parfois. Et parfois, l'art démentit cette narration. Et à la fin, il remet cette narration au jugement, à la critique des citoyens. Donc, c'est une manière unique pour l'art de faire cela, et je dirais que c'est là où réside la valeur de l'art. Et de cette façon, cette connexion est liée, est faite avec le sentiment, et il crée des espaces d'identification qui sont utiles et nécessaires, parce que nous devons trouver de nouvelles versions du narratif, soit un nouveau narratif pour pouvoir envisager ce qui se passe, et on doit aussi trouver de nouveaux espaces d'identification. Un exemple, si tu me permets, Vassiliki.
un exemple pour les nouveaux espaces d'identification et comment l'art traite la narration dominante. J'ai eu le plaisir de voir un spectacle, Kate Ives en été, donc sur un thème qui parlait de l'exil, de la notion de la supplication. Et je me disais, mais pourquoi j'avais pas vu les choses ainsi? Ce qui a été créé, c'est un nouvel espace d'identification. Et cet espace existera désormais, et cet espace s'est appuyé sur l'expérience, sur le texte, sur ce que tout le monde, sur les actions de tout le monde. C'est devenu très réaliste. L'approche était très réaliste, très pragmatique, et c'était très utile, pour utiliser un mot rationaliste. Et le public s'est identifié. Ce qui est important, c'est que nous pouvons réfléchir aux femmes qui sont dans cette situation. C'est les femmes qui ont été obligées de s'exiler, de se déplacer. C'est une réinvention de la narration essentielle, de la narration primordiale. C'est un exemple donc très important de l'art dans la politique. Les suppliantes, donc, c'était cette pièce. Ce que tu as dit me fait plaisir parce que c'était vraiment l'objectif. Ces histoires ancestrales, nous pouvons les raconter autrement parce que nous avons d'autres outils. Les mœurs ont changé au cours des 50 dernières années. Ces mœurs ont tellement changé, ils continuent de changer, même malgré le fait que nous avons ce poids, ce fardeau, cette menace énorme du changement climatique. Dans un même temps, nous avons la chance de vivre dans une époque vraiment exceptionnelle où beaucoup de choses ont changé au niveau des mœurs. C'est ces mœurs qui changent notre quotidien. Et ces changements nous permettent de relire les mythes de l'histoire ancestrale qui ont formé la civilisation et l'humanité de différentes façons. Et ce que tu dis va nous aider par rapport au changement climatique. De lire, par exemple, autrement, d'avoir une narration différente. La dramaturgie, aujourd'hui, a la capacité de traiter de questions qui n'existaient pas auparavant. C'est vraiment extraordinaire. Et on est chanceux et chanceuses. Un autre commentaire en ce qui concerne la politique et le théâtre, notamment le théâtre. Le théâtre est né en tant qu'outil de la politique. C'est la raison pour laquelle le théâtre a été inventé. Le théâtre a été inventé pour que la politique puisse l'utiliser afin de soulever des questions auprès de la communauté, pour qu'il y ait une réflexion collective, pour qu'il y ait un débat. Et la politique utilisait les mythes anciens, ancestraux, par exemple. Quand on écrivait ces œuvres d'art, les mythes étaient déjà très anciens. Ils utilisaient donc ces histoires c'est ces mêmes histoires en fait que l'on raconte aujourd'hui, que l'on raconte de nouveau de différentes façons. Et ils utilisaient ces histoires pour pouvoir traiter des questions
qui préoccupait la communauté pour pouvoir engager le débat, pour pouvoir mettre en doute, contester, déterminer de nouveau, définir de nouveau les questions qui préoccupaient la communauté. Et l'objectif était atteint. Le théâtre était le principal outil de la démocratie. Et nous, maintenant, aujourd'hui, au théâtre, c'est plus facile de le faire, dans les autres arts aussi, mais le théâtre, donc, c'est la raison pour laquelle il a été créé. Et toute notre attention doit être portée vers cela. Nous devons nous rappeler pourquoi le théâtre a été inventé. Il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir respecté le temps qui vous a été imparti. Maintenant, nous allons passer à la session de questions-réponses. Vous pouvez adresser vos questions aux deux intervenantes ou à l'une des deux intervenantes à votre guise. Il y a le monsieur là-bas. Si vous voulez, vous pouvez donner votre nom, votre qualité et à qui vous adressez la question. Alors, c'est une question générale et au public aussi. Je crois c'est collectivement que l'on apprend. Spiros, étudiant en médecine éthique à Toulouse. Je fais mon master. Je voulais me référer à ce qui a été dit pour ce qui est de l'historicité du sujet. Pour ce qui est du changement collectif et du réveil collectif qui doit être fait sur les questions ayant trait à la communauté internationale. On est tous membres de cette communauté internationale et j'estime qu'une approche linéaire de ces questions qui ont une si grande ampleur comme le changement climatique, les crises politiques, les crises de valeurs, les crises économiques, je pense les éléments, la guerre avec la Palestine et l'Israël, on a l'impérialisme, on a la destruction de l'environnement avec la politique de Trump qui veut transformer Gaza en le Miami du Moyen-Orient. Ma prise de position et ma question est dans quelle mesure comment au niveau individuel et collectif on doit se prendre au sérieux, on doit prendre au sérieux notre rôle en tant que sujet. On ne doit pas avoir une approche individuelle. On ne doit pas dire que le changement climatique commence maintenant parce que je comprends qu'elle commence maintenant. Il y a un facteur historique qui explique cela, un facteur historique qui se développe, qui évolue même avant ma naissance, même avant votre naissance. Par conséquent, j'estime que si on met dans un cadre l'élément historique, si on l'intègre dans notre action quotidienne et comment nous, d'une certaine façon, nous comprenons comment il y a cet échange entre nous, chacun de nous, et le passé historique et le futur historique, je pense que c'est une façon pour le sujet historique d'agir en tant que sujet collectif et sujet individuel. C'est ma prise de position. Si vous voulez peut-être rebondir sur ce que j'ai dit. Merci beaucoup, Spiros. Personnellement, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec toi. Les problèmes ne peuvent pas être résolus de manière linéaire. On ne peut pas envisager ces problèmes de la façon dont nous les envisagions avant. Il faudrait suivre la nature même de ces problèmes. C'est-à-dire que nous faisons partie d'un système et la nature est un système en soi qui fonctionne de manière très organisée, de manière très juste. Et c'est ainsi que doivent aussi fonctionner les sociétés humaines pour qu'elles soient viables et résilientes. Je ne sais pas, Mariana, oui, si vous me permettez, parce que j'ai dit qu'on commence maintenant. Je l'ai dit, bien sûr,
le changement climatique, c'est pas quelque chose de nouveau, mais il faut savoir que les signes et les changements sont visibles, même pour ceux qui étaient qu'on n'arrivait pas à convaincre, même ceux qui étaient méfiants, même ceux qui on ne peut pas contester ce qui se produit. En fait, c'est dans ce sens-là que je le dis. La mobilisation doit être massive. Spiros, merci tout d'abord d'avoir soulevé ces points, le sujet révolutionnaire, l'homme en tant que sujet du temps et de l'histoire, des notions très belles. On ne peut pas facilement discuter de ces éléments dans notre quotidien et merci d'apporter cette réflexion dans cette discussion dans le cadre de ce festival. Le sujet historique, difficile, discussion difficile, qui plus est de nos jours. Je ne vais pas engager le débat aujourd'hui, mais je dirais que je suis d'accord avec toi. Nous devons prendre conscience du fait, nous devons prendre conscience de ce côté collectif et individuel d'une autre façon. Le sujet historique, c'est une façon, le sujet révolutionnaire, c'est une autre façon, et peut-être qu'il faudra revenir vers le passé, peut-être qu'il faudra aller vers l'avenir. Et je suis d'accord sur le fait que nous devons trouver d'autres moyens et en suivant le fil de ta pensée, je dirais qu'il faut rester optimiste et dire que personne ne sait quel est le moment révolutionnaire, mais on espère tous que ce moment révolutionnaire va arriver. Et une autre intervention? Bonjour, bonsoir, je suis Andigoni. Permettez-moi de mettre mes lunettes, je ne vois pas. Katsavima, ma qualité, je suis de la culture, donc puisqu'on a de la Grèce. Concernant la phrase de Wittgenstein et de l'autodétermination, j'ai une phrase de Rilke qui m'est venue à l'esprit qui a dit qu'il fallait qu'il faut με το κομμάτι της βούλησης, που είναι αυτός ο ενδοψυχοκινητικός. Donc, Yalom a parlé de cela aussi. La question qui est de savoir comment les hommes et les spectateurs peuvent avoir la volonté d'être activistes parce que les décisions sont une chose, mais pour arriver aux décisions, nous avons besoin de volonté. C'est avant les décisions, la volonté. Et si je réfléchis à cela par rapport au sujet historique, il y a une question de formulation, comment le dire et pourquoi comme ça et pas autrement. Mais la substance, le fond de la question, ce n'est pas la formulation, mais c'est la façon dont nous pouvons être un, dont nous pouvons être unis. Et bien sûr, le théâtre a contribué à cela et chacun sur la base de son vécu, sur la base de ses études et sur la base, par exemple, j'ai fait mes études il y a 15 ans et après j'ai oublié les choses. Alors, on est à la merci du capitalisme. Comment tout cela commence à acquérir une base? Et à partir de cette base, nous pouvons être activistes parce que je peux avoir le sentiment d'être activiste. Mais si je fais mon autocritique, je dirais je ne suis pas activiste. Donc, la discussion nous permet de réfléchir, mais après la réflexion qu'on a pu entendre, comment est-ce qu'on avance? Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Wittgenstein, Rilke, Yalom. C'est des grands sauts qui ont été faits. Écoutez, l'activisme
est une situation étrange et très exigeante pour le sujet. L'activiste est à la lumière de son époque. Il ne peut pas en être autrement. Quand l'époque passe, il se retire. Donc, il est étroitement lié à son époque. Et donc, ce sujet, que fait-il? Il vient contester, il vient critiquer, il vient se soulever, livrer bataille contre la société elle-même qui lui a donné cette qualité de citoyen, mais qui a généré le problème auquel ce sujet est confronté. Comme vous pouvez le comprendre, cela est une mentalité, une manière de penser, un profil de personne du point de vue politique, social et mental, avec une exigence psychique très élevée, ce profil. Il a une exigence si élevée, donc on ne peut pas vouloir que tout le monde ait ce profil. Si vous pensez que vous êtes activiste, alors il faut vous en tenir à cela. Continuez de faire ce que vous faites, continuez de penser que vous êtes activiste. Si ça vous permet de vous mobiliser, alors restez au plus près de cette notion d'activiste. Gardez-le dans votre cœur, laissez respirer tout cela, continuez à faire ce que vous faites, ne vous comparez pas aux autres, comme l'a dit Pythagore. Il faut le comparer à vous-même, à ce que vous faites et qui est très beau, et à ce très beau qui est donné aux autres, et tenez-vous-en à cela. Ne le comparez pas à ce que font les autres, même si ce que font les autres est bien meilleur que ce que vous faites. Ne faut pas nous comparer aux autres. Il faut unir nos actions pour pouvoir produire quelque chose de plus grand pour tous, pour le bien de tous. Nous arrivons à la fin de cette discussion, mais peut-être prendre une dernière ou deux dernières questions. C'est Marina Kissaris, ingénieure. Je suis victime du rationalisme, donc j'ai beaucoup aimé ce qu'Alexandra a dit au début de son intervention sur la nécessité d'une liaison sentimentale entre les citoyens et les institutions démocratiques, la distinction des pouvoirs, les institutions européennes. Et je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut faire naître une telle liaison. Peut-être que cette question va aux deux intervenantes, parce que peut-être que le théâtre est un tel moyen. Comment on peut réveiller le sentiment du citoyen pour qu'il puisse se rapprocher du système démocratique qui peut paraître sec pour certains et qui n'est pas aussi tangible que l'idée même de la révolution. Dans le domaine du théâtre, nous racontons des histoires qui parfois atteignent leur objectif, parfois non. Par exemple, on commence toujours avec le souhait de dire quelque chose d'important, de faire bouger les sentiments, les hommes. Tout le monde, tous les créateurs rêvent de cela, mais tout le monde ne réussit pas. Et même le spectacle, le meilleur spectacle du monde, le spectacle le plus réussi, il réussira à émouvoir et à toucher très peu de gens. Pourquoi? Parce que à notre époque, nous avons tendance à ce que tout se passe par magie, à ce que tout arrive comme ça, par magie. Par exemple, nous attendons de voir quelque chose qui va peut-être susciter beaucoup d'émoi. Mais l'art, en fait, si vous voulez, procède de ma propre participation. C'est-à-dire que si je veux que quelque chose suscite mon attention, mon sentiment, si je veux bouger, je dois être disposée à vouloir voir quelque chose. Et en définitive, c'est la raison pour laquelle l'art, c'est des deux côtés, c'est ambivalent.
Nous ne consommons pas de l'art. Dans l'Antiquité, quand le théâtre a été inventé, il exigeait la participation des citoyens. Ce n'était pas un hasard. Il fallait que les citoyens participent parce que c'était quelque chose qui avait été construit pour la communauté. La communauté devait, par tous les moyens, participer à cet art. Même les citoyens qui n'étaient pas artistes. Par exemple, à chaque spectacle, il y avait 3 artistes et le reste, c'était des citoyens. Donc, ils entraient dans ce processus parce qu'ils se sentaient prêts au changement. Et je réponds aussi à la question précédente de cette manière. La seule chose que je peux, moi, en tant que citoyen, la seule chose que je peux gérer, c'est mon effort continu pour pouvoir être ouvert aux stimuli. Non pas seulement accepter ces stimuli, mais pouvoir faire, pouvoir agir. Donc, il faut qu'il y ait une rencontre entre moi et une pièce de théâtre, quelque chose qui va changer ma perspective, changer mon point de vue, quelque chose qui va me permettre de changer et de pouvoir emprunter d'autres voies. C'est un effort qui doit être entrepris des 2 côtés, si vous voulez, c'est mon avis. Et malheureusement, notre époque ne cultive pas cette idée parce qu'il y a cette manie de consommer et on oublie que, hello, moi ici, je participe, je ne consomme pas seulement. Il faut nous en rappeler. Et le théâtre, parce qu'il est vivant, parce que c'est quelque chose de dynamique, il le rappelle beaucoup plus souvent que la télévision ou le cinéma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question qui concerne l'art et peut-être la société au niveau mondial ces derniers temps. C'est comme si le mouvement du changement climatique s'éloignait un petit peu de l'art. Peut-être après les attaques qui ont été faites par des personnes qui soutiennent ce climat, la lutte climatique. Comment garder allumée cette lueur de l'activisme quand la société s'éloigne de ce que nous, activistes, ressentons? Comment garder cette petite flamme allumée? C'est vrai. Il est vrai qu'il y a une confusion et l'action pour le changement climatique est considérée comme une action radicale et progressiste. Peut-être que oui. Peut-être que les choses en sont ainsi, mais peut-être que non. Peut-être qu'elle peut avoir en elle-même des noyaux conservateurs. Et pour d'autres... Mais j'aimerais répondre à cette question. Mais alors, changement climatique, vandalisme, on vit des contrastes importants, des grands contrastes, des contradictions importantes. Et je pense que on le comprend bien. Cela génère des sentiments contradictoires. Je ne vais pas juger, émettre de jugement, si c'est bien, si c'est mal, si ça nous retient en arrière. J'essaye peut-être d'intercepter certaines choses et de voir pourquoi cela se produit. Peut-être que c'est le défi, c'est-à-dire si je provoque, c'est la provocation. Donc si je provoque, par exemple, en détruisant une œuvre d'art au Louvre pour pouvoir soulever une question climatique, en disant que si je détruis l'environnement, tout sera détruit. Peut-être qu'à ce moment-là, les activistes veulent provoquer, bien sûr, les œuvres d'art sont protégées. Il n'y a pas de catastrophe ou de destruction en soi, mais peut-être que de cette façon, les activistes veulent provoquer pour que les médias s'occupent de
la question. Peut-être. Oui, c'est l'objectif visé en tout cas. Il faut faire du bruit. C'est une façon de faire du bruit autour de la question. C'est pourquoi ces organisations activistes, souvent, elles sont confrontées à des procès, il y a des arrestations. Mais je crois que l'objectif final, c'est pas la destruction, c'est pas la catastrophe, c'est pas de détruire les œuvres, mais c'est de pouvoir traiter de la question qui les préoccupe. Quelqu'un voudrait-il intervenir pour une dernière question? Alors, c'est la dernière question parce que nous avons dépassé le temps qui nous a été imparti, mais peut-être qu'à la fin de cette discussion, vous pourrez poser votre question. Bonsoir. Pavlina, merci beaucoup pour cette conférence, pour ces interventions, pour avoir développé vos idées. Cette discussion est très fertile, très productive. Je suis une personne, la nouvelle génération, je suis jeune et toutes ces questions qui sont soulevées ici, si on réfléchit un petit peu, si on est un penseur, ces questions nous préoccupent et elles créent de la confusion en nous, c'est-à-dire quelle position je dois prendre dans la société, de quelle façon je peux maintenir le côté éthique de ma personne et des réponses aussi que nous essayons d'apporter. Je ne sais pas si ces réponses permettront de trouver une solution. Personnellement, j'estime que la parole est un outil très utile. Le passé aussi est très utile. Et aussi l'héritage, tout ce que nous avons hérité, les lettres, les arts peuvent être un guide pour nous, les jeunes, dans le monde d'aujourd'hui. Et je pense, j'ai fait des études de littérature, je suis diplômée et j'estime que l'éducation est mise à mal et très jeunes, les enfants n'apprennent pas et par la suite, ces enfants ne sont pas confrontés aux lettres. Et la littérature. Et je dirais que du point de vue de la Grèce, du moins, en Grèce, il faudrait recomposer, reconstituer, je ne suis pas la première à le dire, manifestement, refaire la façon dont les hommes, dont les personnes sont éduquées. Et peut-être après, ajouter le théâtre, la parole publique et la communauté. Moi, personnellement, j'essaye de recourir à la nature, d'observer l'environnement, comment il fonctionne. Et je considère que nous faisons tous partie de la nature et de l'environnement. Et l'environnement a des leçons à nous enseigner. L'environnement a de la sagesse à nous enseigner pour que la nature puisse fonctionner dans le temps et nous, en tant que partie de cette nature, de cet environnement, pour que nous puissions entrer en contact avec notre raison. Et puis, un dernier point, ce qui m'a interpellée, c'est ce qui a été dit par rapport au théâtre ancien. Comment le théâtre permettait aux gens, au public, de faire partie de la communauté. Et je crois qu'au fil des temps, cela a changé parce que l'échelle a changé, cette échelle a été modifiée. La définition de la société a modifié. Il y a eu l'introduction de la technologie, c'est un paramètre très important. La technologie est un paramètre qu'il ne faut pas oublier. L'information, la diffusion de l'information aussi, c'est un paramètre important. Mais l'individualisme, pour que la partie puisse s'intégrer au tout, c'est le moteur pour pouvoir avancer et pour pas nous sentir seuls et frustrés. Merci. Merci beaucoup.
Je remercie vous tous qui avez été présents aujourd'hui. Je remercie Mariana, je remercie Alexandra. Une autre soirée est arrivée à sa fin. Nous avons parlé d'art avec des outils très puissants qui pourront réhabiliter les injustices qui frappent l'environnement, la société avec les inégalités, les discriminations. Je vous remercie tous et toutes. Bonne soirée.